Bonjour, si la préparation du DELB1 est dans vos projets, alors cette présentation est faite pour vous. Parce que, vous le savez, pour bien maîtriser le français, il ne suffit pas de connaître la grammaire. Il faut aussi comprendre le pays, sa politique, son histoire. Alors, on va décortiquer ensemble tout ça. Allez, c'est parti. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va se demander comment les citoyens s'impliquent dans la politique de tous les jours. Ensuite, on regardera d'un peu plus près qui a le pouvoir avec les grandes institutions. Après ça, petit voyage dans le temps avec l'histoire de France. Et on terminera sur la mémoire, c'est-à-dire comment la France se souvient de son passé, un programme assez complet. On attaque donc notre première partie, la vie politique au quotidien. Dans une démocratie comme la France, l'idée de base, c'est que chaque citoyen a son mot à dire. Une des manières de s'exprimer, c'est par exemple de s'engager dans un parti politique, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre. Mais bon, l'acte de participation le plus connu, c'est bien sûr le vote. Les électeurs vont aux urnes pour élire leurs représentants. Ça peut être pour le président, les députés à l'Assemblée ou même le maire de sa ville. Et pour être élu, un candidat doit bien sûr faire campagne pour convaincre les électeurs. Et là, attention, il y a une règle d'or en politique française. Pour gagner, il ne suffit pas d'arriver en tête. Il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des voix. Un score de 53%, par exemple, c'est une victoire claire et nette. C'est la règle du jeu. Mais la politique en France ne se fait pas que dans les bureaux de vote, loin de là. Elle se fait aussi beaucoup dans la rue. Les manifestations, c'est une autre façon très importante d'exprimer son opinion. Souvent, ce sont les syndicats qui organisent ces manifs, ou même des grèves, pour défendre les droits des salariés ou protester contre une réforme. Bon, maintenant qu'on a vu comment les citoyens participent, passons à la question « Qui détient le pouvoir ?» On va s'intéresser au rouage de la machine, aux institutions de la Ve République. Tout en haut, on a un duo assez unique. D'un côté, le président de la République. C'est le chef de l'État. Il réside au palais de l'Élysée, il est le chef des armées, et il doit s'assurer que la Constitution est respectée. De l'autre côté, on trouve le Premier ministre. Lui, c'est le chef du gouvernement. Depuis l'hôtel Matignon, c'est lui qui pilote l'action du gouvernement au jour le jour. Et d'ailleurs, petite astuce pour décrypter les infos, dans les médias, on utilise très souvent le nom des résidences pour parler de la fonction. Si on entend l'Élysée a décidé, ça veut dire que c'est le président qui a pris la décision. Si on entend Matignon a expliqué, là, on parle du Premier ministre. C'est un raccourci très pratique. Bien sûr, le pouvoir exécutif n'est pas tout seul. Le pouvoir de voter les lois, lui, appartient au Parlement. Et le Parlement est composé de deux assemblées. La plus connue, c'est l'Assemblée nationale. C'est là que siègent les 577 députés, qui sont les représentants directs du peuple. C'est leur rôle de voter les lois et aussi de contrôler ce que fait le gouvernement. Impossible de comprendre la France d'aujourd'hui sans un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Dans cette troisième partie, on va donc faire un survol très rapide des grandes périodes qui ont vraiment forgé l'identité française. L'histoire de France, c'est long et riche. Ça commence à la préhistoire, ça continue avec l'Antiquité et la Gaule romaine, puis le Moyen-Âge, l'époque des châteaux forts et des cathédrales. Ensuite vient la Renaissance, une explosion artistique et scientifique. Et puis, bien sûr, le grand tournant, 1789, la Révolution française qui a posé les bases de la France moderne. Et enfin, l'époque moderne depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. On arrive à notre dernière partie. C'est une chose de connaître l'histoire, mais c'en est une autre de voir comment un pays s'en souvient. En France, la mémoire et les commémorations officielles, c'est quelque chose de très important pour l'identité nationale. Il y a notamment 3 dates qui sont vraiment centrales et qui sont des jours fériés. Vous avez le 8 mai, qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 11 novembre, qui commémore l'armistice de la Première Guerre mondiale, et le plus connu de tous, évidemment, le 14 juillet, la fête nationale qui célèbre la prise de la Bastille, le point de départ de la Révolution. Et cette mémoire, elle n'est pas juste dans le calendrier, elle est aussi visible dans la pierre, dans les monuments. À Paris, par exemple, on ne peut pas rater l'Arc de Triomphe avec la tombe du soldat inconnu. Il y a aussi le Panthéon, où reposent les grands hommes et les grandes femmes de la nation. Et puis, il y a des lieux qui rappellent les moments les plus sombres, comme le mémorial de la déportation ou celui de la Shoah. Des lieux essentiels pour ne pas oublier. Et voilà, on a fait le tour. De la vie politique aux grandes institutions, en passant par les dates clés de l'histoire, tous ces éléments sont comme des pièces d'un grand puzzle. Et bien connaître ce puzzle, c'est vraiment une clé indispensable pour mieux comprendre les documents et mieux vous exprimer à l'examen du DELF B1. Allez, pour finir, je vous propose une petite question. À votre avis, parmi tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui est le plus important pour comprendre la France aujourd'hui? Est-ce que c'est un événement comme la Révolution ou une institution comme le président de la République? C'est une bonne question à se poser pour organiser ses idées. Merci beaucoup et bonne préparation.